Rapidement, à cette table, vous voyez David Huguet, qui a écrit dans ce volume, qui est un compagnon de route, Sébastien Huette, qui est un vieux de la vieille aussi compagnon de route, Rodrigue Marquez de Souza et moi-même, Victor Martinez. Donc, le volume, c'est pour présenter ce volume, ce 5e volume de la revue Conséquences. Une revue, c'est toujours quelque chose de collectif, une pensée collective, une sensibilité collective, une membrane collective électrisée. Et d'où ce choix. Ce choix, c'est un volume en trois grandes parties. Enfin, il y a 3 volumes, il y a 3 qui sont reliés par cette inquiétude globale du temps, cette dimension explosive, apparente, inapparente, et pas que. D'où donc d'abord une carte blanche à Rodrigue Marquez de Souza. Je dis une fois son nom en entier. Nous l'appelons Rodrigue comme Cédric de Mongeau l'appelait Rodrigue dans ses carnets, par exemple. Donc il y a Rodrigue qui va prendre la parole. On fait d'abord une présentation générale et puis Rodrigue va prendre la parole dans 5 minutes pour présenter sa carte blanche. Il y a eu donc cette volonté de donner la parole et la visibilité à un poète et peintre que nous estimons à la fois nécessaire et absolument à lire, une œuvre importante déjà. Vous trouvez autour de vous ce sont des peintures, ce sont des dessins, Rodrigue? Ce sont des dessins sur du papier japonais ancien. Voilà, merci. Tu vas en parler plus tout à l'heure. Je voulais présenter aussi les personnes qui sont les travailleurs, parce que nous sommes des travailleurs qui sont dans la salle. Donc il y a Pauline Laborde qui est au fond, qui a fondé la revue, on le rappelle, en 2013, et avec qui on s'est associé. Et puis voilà, c'est une aventure, d'abord ensuite, dès le numéro 2 avec Cédric de Mongeau, puis avec toute l'affiliation Ficine Mauriturus. Il y a Alexandre Battaglia qui est ici, qui a longuement écrit des choses importantes, autant sur Cédric de Mongeau que sur Patrick Watteau, et qui ici nous donne une traduction de l'espagnol de José Ángel Benavente. Nous avons aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la salle voilà. Donc l'équipe éditoriale ne peut pas être entièrement là. Il y a Petr Zavadil qui est à Prague. Et il y a David Huguet aussi qui est là, donc qui fait partie de l'équipe éditoriale. Pour ma part, l'autre objectif de ce volume, c'était un peu de clore la transmission un peu de l'héritage de Cédric de Mongeau. Nous avions depuis des années travaillé avec lui tous ensemble, autant Alexandre, Sébastien, David, moi, Rodrigue évidemment. Nous avions à présenter d'abord un inédit du frère, on va dire, du frère noir, comme on dit, le poésie noire de Cédric, c'est Guy Viard, un poète très important, et nous avions à publier dans un environnement esthétique, poétique qui lui ressemblait, un entretien de Cédric de Mongeau de 2015 qui avait été fait dans le cadre d'un projet d'écriture sur Guy Viard, auteur difficile et important. Donc l'entretien est, me semble-t-il, majeur sur la poésie. Je peux lire, je vais céder très vite la parole à Sébastien Huette, je peux lire par exemple ce que dit quelques lignes de Guy Viard sur de l'inédit qui a été donc établi par Cédric de Mongeau. Dans la revue, on trouve aussi carrément l'établissement du texte. On retrouve, je vous montre la page scannée, avec les annotations de Cédric à l'intérieur, ce qui est comme ça griffonné, c'est la plume de Cédric, et ce qu'il m'avait laissé, il m'avait laissé à moi, avec les quelques mots qu'il m'avait dit, je ne sais plus ce qu'il m'écrit, pour toi, confidentiel pour toi, en attendant que Ficile le publie. Malheureusement, Ficile ne peut plus publier. Donc je lis juste cette page de Guy. L'écriture exige des rochers qu'elle dynamite, qu'elle explose, qu'elle fait métaphysique. Il y a des rochers dans la langue et une vaste craie. La poésie, en les arrêtant, saute avec eux et pèse de sa propre génération, qui est son génie. Non on retrouve ici l'idée aussi de la bombe. Et pour finir, peut-être, avant de te laisser la parole, Sébastien, la troisième partie de ce volume est aussi une partie très importante parce que elle est aussi dans l'affiliation de Mauriturus Ficile, la traduction fondamentale. Alors,
on va parler de beaucoup de peinture, mais c'est Rodrigue qui va parler, hein. La traduction, c'est fondamental, c'est le dehors. Et donc, on a ici des traductions de première main, c'est-à-dire des auteurs, des autrices jamais traduites. Par exemple, Guerful Machen, une galloise du XVe siècle, qui écrit un poème au vagin, au XVe siècle, traduit du gallois. Nous avons aussi enfin, on fait des recherches sur des inédits, enfin des paroles qui sont pas connues de langue rare. Par exemple, du basque, on a Leire Bilbao, qui est une poétesse basque née en 78, qui fait un livre sur le corps de la femme, et notamment de l'enfantement, de l'accouchement. C'est saisissant. Comment dire, d'un point de vue pathétique, le journal de Gaza de Nehama Hassan, qui donne lieu d'ailleurs à une, voilà, on en parlera ensuite, hein, comment dire, à une affaire aussi, Nehama Hassan, des textes écrits toujours au pire de l'événement, c'était donc avril-juin 2025, oui c'est ça, Nehama Hassan dont l'Élysère a publié un recueil, Nehama Hassan qui n'avait que comme seul moyen de publication les pages Facebook, Nehama Hassan dont les poèmes ont été effacés par Facebook sans qu'elle soit prévenue, et qui auraient été perdus si on ne les avait pas traduits. Nous avons aussi Yitzhak Laor, un auteur israélien dissident, traduit de l'hébreu, qui revient sur ce que ça veut dire être israélien dans un tel contexte. Nous avons aussi Txus Pato, une Galicienne. La Galice, c'est le nord-ouest de l'Espagne, hein, c'est un peu l'ancêtre du portugais, hein, enfin voilà. Nous avons Hugo Claus, dont Loïc vient de nous lire quelques lignes. J'ai oublié quelqu'un au niveau des traductions, mais ce sont des traductions absolument inédites. Nous avons Alexandre Battaglia qui a traduit José Ángel Valente, des poèmes inédits. Euh, et nous avons Marie Lorzos que David Huguet nous a fait découvrir en fait, hein, voilà. Et puis je m'arrête là. Juste un petit mot pour parler de Prune Matteo. Un hommage est rendu à la fin à la poétesse et peintre Prune Matteo, une sœur de travail de Cédric de Mangeot, puisqu'elle a publié en 2013 son volume peinture, avec que des peintures, qui nous a quittés en novembre 2025, très jeune, hein. Et donc, on est dans cette logique aussi, il faut le dire, Victor l'a dit assez rapidement, du deuil. Alors, d'un deuil qu'on a eu du mal à faire, hein, par moment, qui a duré longtemps, mais bon, on sait qu'il y a un travail de deuil, hein. Et donc, dans ce travail de deuil, il y a le numéro 4 qui est sorti, qui à mon avis, est la plus belle chose qui a jamais été écrite sur Cédric. Et le numéro 5, donc, qui porte sur des frères, quoi, de cœur, quoi, de Cédric, hein, qui sont Rodrigue ici présent et Guy Viard, bien sûr, qui nous a quittés il y a 24 ans, 25 ans maintenant, hein. Il s'est suicidé, et qui a toujours été, à mon sens, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus, une espèce de Rimbaud, quoi, des temps modernes ou postmodernes, quoi. Quelqu'un qui avait une espèce de fulgurance à la fois dans la frappe du vers et même dans la pensée, hein, parce que Guy Viard, pour moi, n'est pas qu'un poète, c'est aussi un penseur. Et donc, un penseur très, très dur, très pessimiste. Seurat, à côté, c'est de la bibine, hein. Voilà. Et je dis ça, il était lecteur de Seurat, hein. Mais bon, voilà, Cédric le dit bien dans l'entretien là, très, très touchant de ce numéro. Guy Viard avait programmé son suicide. Voilà, il savait qu'il allait mourir. Apparemment, il l'assumait explicitement avec ses amis. Bon, il a accompli le geste. Et donc, ici présent, on a travaillé, donc Rodrigue bien sûr a travaillé, j'allais dire en son nom propre pour la revue, et David et moi avons travaillé sur Guy Viard. Moi ça a été des mois de travail intenses, acharnés, et je vous garantis, on en ressort assez mal. À tel point que j'en ai fait une espèce d'indigestion de Guy Viard, et j'ai du mal à reprendre les recueils, tellement ils sont noirs, d'une grande puissance, mais bon, quand on s'attelle à la compréhension de la pensée du vers de Guy Viard, on s'attaque quand même à une espèce de trou noir dont il est difficile de s'extraire. Mais bon, ça a été une énorme expérience pour moi et très belle. Et c'est une expérience que j'ai continuée comme Victor, après avoir eu dans les mains les manuscrits inédits de Guy Viard. Je les ai eu en main puisque Cédric, il y a quelques années, Cédric de Mangeot voulait que nous établissions peut-être un dernier inédit, quoi, de Guy Viard. Donc on a eu des cartons, quoi, en main. J'ai retrouvé hier par hasard, parce que ma fille cherchait dans des téléphones portables qu'elle pouvait utiliser à la maison en cachette, m'a ressorti un ancien, et j'ai retrouvé les 200 photos, ou que sais-je, combien, que j'avais faites des manuscrits de Guy Viard, qui là vont peut-être ressortir ailleurs, on va dire.
Donc voilà, ça a été un travail de titan. David, je pense que lui aussi, dans une autre manière de faire, moi de façon peut-être un peu plus, là je m'incrimine là-dessus, peut-être un peu plus de manière universitaire que David. Et voilà, j'ai essayé donc dans mon article assez substantiel de distinguer des voix quoi, poétiques. Moi j'en distingue trois si vous voulez, pour le dire très vite. Une voix que j'appelle parousique, hein, celle de bonne foi, c'est-à-dire un poème qui essaie de retrouver une absence perdue, hein, ou une présence perdue. Voilà. Une voix médiane que j'appelle la via sadica, la voix sadienne, hein, voilà, repérée par Barthes, qui serait de s'affronter à quelque chose de sauvage, mais en tenant une forme assez stricte. Hein. On voit ça chez Sade, hein, d'ailleurs, la fameuse mèse entre une forme très maîtrisée et un fond très impur. Et il y a une dernière voie qui est celle, à mon avis, de Viard, qui est le précipice dans le sauvage même, quoi. Hein, voilà, la chute. Euh, bon, l'immersion dans la sauvagerie du vivant ou du détruit, quoi. Hein, et donc j'ai essayé de repérer ces trois voies, et de les défricher comme je pouvais, quoi. Alors c'est moi effectivement qui suggérais à Victor le choix de quelques poèmes de Hugo Claus, parce qu'il n'y a pas que le poème qui est lu, hein, il y en a quelques-uns que je trouve très très beaux. C'est quelqu'un que je connaissais d'abord par le récit, hein, parce que vous savez qu'il a fait ce très beau roman, là, Le Chagrin des Belges, mais il a fait aussi des séries de nouvelles très noires, très puissantes, très bon. Il s'est aussi suicidé étant plutôt en plus assez âgé. Et je suis retombé il y a quelques mois sur des poèmes que j'avais, un recueil inédit, que j'ai trouvé magnifique. Et vraiment dans l'air, dans le climat de ce que nous on ressent en étant des anciens de Ficile ou voire de Mauricurus, quoi. Il aurait pu faire partie, je trouve, de cette espèce de famille assez noire et violente. Hein, donc voilà. Ensuite, bon, Victor a très bien parlé des autres productions de cette très belle revue, je trouve. Alors, face à toute cette érudition, je dois m'incliner, mais effectivement, moi, mon article tient sur l'œuvre de Guignard que je ne vois pas comme Sébastien ici. Moi, elle me galvanise, cette écriture, au contraire. Et on a trop facilement peut-être reproché à Ficile de décrire la mort, de décrire sur la mort. Or, moi, je crois que c'est avant tout des écritures du corps. Et rappeler que la langue, c'est le corps. Et ce que Guivard fait très bien, mais avec un talent verbal qui est inédit jusqu'alors, et qui le restera, je pense. Encore trop méconnu, malgré tout. Et moi, je suis assez heureux d'avoir pu un peu défricher ça. J'espère que d'autres travaux auront cours sur ce magnifique poète. Voilà ce que je voudrais dire. Alors moi, effectivement, j'étais dans une perspective plus charnelle de confrontation à l'œuvre, qui moi me galvanise plus qu'elle ne me déprime. Sur le ferré, oui. Hein, donc, Je sais pas, mais en tout cas, elle dit quelque chose, d'essentiel, et moi, c'est ce que j'attends de l'écriture. En fait. Voilà. C'est tout ce que je pense à rajouter sur. Il y a Marie Lanzos, sur bien. Oui, Marie Lanzos, oui, tu peux en parler un peu? J'ai un peu plus connu Marie Lanzos. Elle est assez discrète, effectivement, mais c'est une auteure moi, que j'aime beaucoup. Notamment dans la perspective qu'elle a d'écrire sur une certaine forme d'exclusion de gens qui sont dans la rue. Hein. On détecte aussi ça très bien chez elle. Mais aussi son discours sur la nature, qui est très très beau aussi. Sur le paysan, notamment. Exactement. Oui. Donc voilà, je n'irai pas, je pense, plus loin ici. Est-ce que l'un de vous veut lire quelques vers de Guy ou pas nécessairement? On peut lire quelques vers de Guignard. Hein, Ou Victor. tu peux prendre, ou tu peux les lire. Oui, je peux. Ou toi, Rodrigue, hein, c'est comme tu veux. Tu préfères qu'un de nous le fasse? Oui, Oui. comme ça. Et Après, je rajouterais juste au-delà du titre du disparu. Pour moi, la dimension langue qui est vivante était nécessaire. Parce que l'hommage, le mausolée et l'hommage dédié aux morts, moi, il m'intéresse que partiellement, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la langue, qu'elle reste et qu'elle soit vivante. Et les langues de Cédric comme de Guy restent vivantes. Et le sont bel et bien. Et notamment, le texte de Rodrigue le dit aussi ça. Voilà. Et le fait qu'il soit dédié à Guy dit des choses. Voilà, donc je vais vous lire quelques pages hein, du début hein, de ce recueil. Je pense qu'on peut dire que c'est un recueil hein, inédit,
de Guy Viard qui s'appelle Du disparu, dans l'édition de Cédric de Mangeot, 2017. Continue d'exister, de faire avec les mouches, les pieds au ventre et les mains sur les pieds, peuplés. L'intérieur est ce qui n'est pas libre. L'intérieur est à la statue, la gesticulante statue. Intrus, ce qui fait ne plus s'abriter la machine, ni s'arrêter. Suture continuellement, se parle de ratage. On ne fait pas tout sauter. Il suffit d'un nuage pour que le corps soit inutile, et les fermoirs. Limpidité jusqu'à ce qu'on entende oui, pureté. C'est avant qu'on entende oui. Il faut dans sa langue saillir, sculpter, bordant le bois du nom et ceindre l'aparté, à tâtons l'effondrement, la vache haletante et profonde. Aux heures blondes de ta voix, mâche entre fougère et bougie, cette chair effrayée. Alentour le souffle, au pieu de peau, la couleur de cette femme d'or. Je salope tout, c'est dans mon enfance où je n'entends rien. Construction dont la lumière ne me débarrasse pas, elle et son matriarcat.